Madame, Monsieur, chers amis, le 1er mai est traditionnellement l'occasion de se retrouver pour célébrer notre héroïne nationale, Jeanne d'Arc, et la fête du travail. Cet hommage conjoint à la patrie et au monde du travail s'entend d'autant mieux en cette année terrible que la France traverse une épreuve nationale humaine et politique particulière. Une crise sanitaire qui ne sera pas sans de lourdes conséquences économiques et sociales. C'est cette situation presque étrange du confinement que vit notre pays qui nous conduit à une rencontre numérique qui n'en sera pas moins, je l'espère, pleine de chaleur et d'amitié. Avec Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement national, je me suis rendu ce matin devant la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris, où nous avons, au nom de notre mouvement, sacrifié à la tradition et déposé une gerbe à ses pieds. Cette statue en bronze doré, placée proche de l'endroit où Jeanne aurait été blessée lors d'une tentative de prise de Paris, prend cette année une signification supplémentaire. Non pas seulement parce qu'elle est une œuvre du grand sculpteur Emmanuel Frémiet, qui réalisa la statue de l'archange Saint-Michel terrassant le dragon qui domine aujourd'hui le sommet de l'abbatiale du Mont Saint-Michel, mais parce que cette magnifique représentation de notre héroïne nationale fut érigée sur décision du gouvernement français peu après la défaite de 1870. Elle fut inaugurée en 1874 exactement. Quel symbole éclatant de force et de lumière. Ce monument personnifie la volonté de tout un peuple de relever le défi de l'humiliante défaite de Sedan face à la Prusse militariste. Une défaite due à une impréparation que des politiciens bravaches avaient mésestimée. Il ne manque pas un bouton de guêtre, avait dit le ministre de la Guerre Leboeuf. Une défaite que l'archaïsme des moyens techniques annonçait. Une défaite que l'inexorable dynamique de l'ennemi laissait pressentir. Une défaite que l'absence de stratégie claire de chefs irrésolus rendait inévitable. Ce fut aussi une défaite qui fut le révélateur d'un régime, en l'occurrence le Second Empire, empli d'arrogantes certitudes qui n'avaient pas vu venir le temps qui venait. Puisque M. Macron nous l'a affirmé droit dans les yeux et répété à 6 reprises lors d'une intervention télévisée « Nous sommes en guerre », permettez-moi donc ce parallèle. Cette situation de la France d'aujourd'hui rappelle le désastre de 1870. M. Véran, prenant ses fonctions de ministre de la Santé, qui clame sur France Inter « Je n'ai pas besoin de vérifier que la France est prête, la France est prête ». Les pénuries de matériel, les masques, le gel, les tests, les respirateurs. Les manques de moyens logistiques et humains sacrifiés depuis des années par des coupes budgétaires entraînant l'insuffisance de lits d'hôpitaux et un personnel en nombre si insuffisant qu'il fut demandé aux soignants infectés de continuer à travailler. Le délaissement des moyens scientifiques modernes, comme les tests ou les masques protecteurs, pour un recours à l'éternuement dans son coude et au confinement général, ce que l'OMS considère comme la dernière option, celle mise en œuvre quand l'endiguement de l'épidémie a échoué. Enfin, des chefs de guerre sans stratégie, qui oscillent entre la tactique de l'auto-immunisation et du mensonge éhonté. La réalité, c'est que nos dirigeants ont défini leur plan de bataille et de communication, non en fonction de l'efficacité et du devoir de protection vis-à-vis des Français, mais plus piteusement et de manière inavouable en fonction des carences et des pénuries publiques dont ils étaient les responsables. Derrière ces erreurs, ces mensonges, ces fautes gravissimes, il y a eu et il y a encore des sacrifices, des souffrances, des morts. Un cortège de drames dont certains auraient pu être évités. Nous avons le devoir de ne pas oublier. Le général de Gaulle professait à juste titre qu'aucun système ne peut compenser la faiblesse du chef. C'est encore plus vrai quand le système est lui-même infirme, qu'il n'est pas préparé sur le long terme et qu'il ne sait pas réagir. Les crises qui mettent en tension le système et qui les éprouvent sont des révélateurs. Si la défaite de 1870 a révélé les faiblesses de l'Empire, la crise du coronavirus joue comme un révélateur de nos propres défaillances actuelles. C'est bien connu, quand une chaîne se tend, les maillons faibles s'étirent puis se rompent. Pour le dire autrement, nos défaillances ne sont pas seulement conjoncturelles, mais structurelles. Dans tous les carrés de jeu, l'État a failli. L'État stratège, qui est censé planifier la gestion des crises, préserver les secteurs stratégiques pour en disposer le moment venu, qui se doit d'organiser les filières industrielles nécessaires à la protection de la population.
Cet État hérité de la tradition colbertiste, puissante et rassurante, a disparu, noyé par les politiciens du court terme. Mais l'État gestionnaire a aussi manqué, et le gouvernement Macron a concrètement montré ses limites. Un ministère de la Santé obnubilé par sa guerre avec le privé, les médecins de ville, les pharmaciens ou les laboratoires, rongé par des batailles internes entre mandarins et paralysé par une terrifiante bureaucratie, notamment symbolisée par les ARS, ces agences qui devront un jour s'expliquer sur le scandale des EHPAD. Un ministère de l'Intérieur qui se montre incapable d'imposer le confinement dans les zones de non-droit, on paye là des décennies de lâcheté publique face aux voyous et aux mafias. Le ministère de la Justice, notamment en matière carcérale, qui, dans une fuite en avant idéologique, vide les prisons au risque d'ajouter à une crise sanitaire une crise sécuritaire. Le ministère de l'Éducation, qui flotte totalement sur le plan de déconfinement dans les écoles dont il est chargé, pour finalement l'abandonner au dernier moment aux maires, mis devant le fait accompli de réaliser l'impossible, assurer la sécurité sanitaire d'enfants évidemment trop jeunes pour maîtriser les gestes de prévention. Le ministère des Armées, qui a montré, tant avec Creil qu'avec le Charles de Gaulle contaminé, qu'il est incapable de protéger correctement nos militaires. Les autres ministères sont purement et simplement évaporés, comme celui des Affaires étrangères ou des Affaires européennes. Quant au porte-parole du gouvernement, avec l'inénarrable Sibeth Ndiaye, il a explosé en vol dans les contre-vérités, les approximations et les péroraisons de café du commerce. Cette crise scelle aussi, tous les Français sensés le voient, la faillite idéologique de nos adversaires. Faillite de la logique du profit appliquée à l'action publique. On mesure quand même les conséquences terribles des saignées budgétaires opérées à l'hôpital par les gouvernements successifs de gauche et de droite. Les fermetures d'hôpitaux, notamment en province ou dans l'armée, les réductions des services, les compressions de personnel, enfin en tout cas, les compressions de personnel soignant. Au nom d'une politique de flux tendu mis en place par des cost killers, on a réduit les lits d'hôpitaux au motif que certains lits pouvaient être un temps vide. Lorsqu'arrive l'épidémie, la crise s'ajoute à la crise. La crise sanitaire s'ajoute à la crise hospitalière. Nous disons que la santé des Français prime sur les économies, d'autant qu'il s'agit, on le voit, avec le coût direct et indirect de la situation sanitaire, de fausses économies. Faillite de l'idéologie ultralibérale aussi, qui postulait que la main invisible du marché résoudrait les problèmes d'approvisionnement. Pas besoin de production nationale, pas besoin de stock de masques, puisqu'il suffit d'en commander pour en avoir. Sauf lorsque la pénurie est mondiale et l'augmentation des prix ou la piètre qualité de certaines productions nous laisse à la merci des spéculateurs, des arnaqueurs, des profiteurs. C'est une faute grave d'avoir mis la France en situation d'être baladée et humiliée, de laisser notre santé et celle de nos enfants à la merci du marché. Faillite du mondialisme, cette idéologie mercantile qui pousse à fabriquer en Chine, à consommer en Europe et à retraiter en Inde, on mesure mieux concrètement l'absurdité de cette logique. Faillite du sans-frontiérisme, à ne pas avoir voulu contrôler les frontières nationales par pure et malsaine idéologie, ils ont été obligés d'imposer à tous les Français des frontières intérieures. Qu'est-ce qu'un confinement sinon une frontière domestique ? Aujourd'hui, ils se refusent toujours à contrôler les frontières nationales, mais mettent en place des frontières régionales ou départementales. On ne pourra pas aller de Lille à Paris, mais on pourra venir de Stockholm à Paris sans le moindre contrôle sanitaire, sans le moindre questionnaire. Faillite de l'européisme. On a vu l'Union européenne incapable de réagir, à l'exception d'un infantile tuto sur le lavage des mains et une exhortation particulièrement malvenue à respecter la libre circulation des personnes. La commissaire européenne au transport l'a avoué en commission par cette phrase lourde de sens « Nous avons été pris de court ». Mais l'Union européenne n'a pas été simplement inopérante pour organiser notamment une coopération inter-européenne qui aurait pu être utile, par exemple en facilitant les mutualisations des moyens sanitaires. Elle a été nuisible. Pensez, comme je vous l'ai dit, que la Commission, durant toute la phase de montée de l'épidémie, n'a eu de cesse que d'interdire aux États de se protéger en contrôlant les entrées sur leur territoire. Il nous parle sans cesse des valeurs de l'Union avec des trémolos dans la voix, mais ces fautes ont été criminelles. Aujourd'hui, la Commission réagit en apportant de l'argent, le nôtre,
pour le distribuer aux grands groupes en oubliant largement, comme d'habitude, l'économie réelle des millions de petites et moyennes entreprises. Elle n'apporte finalement que la démonstration que lorsque nous demandions que la Banque centrale participe à la relance de l'économie au lieu de se concentrer sur l'inflation, c'était possible. Il aura fallu attendre l'effondrement de nos économies pour briser ce tabou germanique. Cette faillite idéologique sur toute la ligne, qui n'est pas, je crois, contestable, appelle les Français qui sont un peuple éminemment politique à la réflexion. Force est de constater que le grain de sable dans la grande lessiveuse euro-mondialiste aura la taille d'un virus. En obligeant la Macronie aux abois à monter en défense, la crise a été le révélateur aussi des connivences des dirigeants, des éditorialistes, des experts de plateau. Le système assiégé a dévoilé ses batteries et ses pitoyables artilleurs, les masques sont tombés, si j'ose dire. On comprend mieux pourquoi le Premier ministre s'est vu obligé devant l'Assemblée de fustiger les réseaux sociaux. Ces réseaux où circule une information libre, c'est-à-dire non contrôlée par le pouvoir, ces fils de réinformation où les propos et les décisions de nos dirigeants sont suivis et confrontés soit à la réalité, soit à leurs propres incohérences. Reconnaissons que c'est souvent cruel pour eux et que M. Philippe soit tenté de mettre fin au supplice de la vérité, on peut aussi le concevoir. Le pouvoir est conscient qu'il tâtonne, que devant la difficulté pour le gouvernement de gérer la crise, d'une crise sanitaire, on glisse doucement vers la crise politique. Le président de la République, qui aime tant se mettre en scène, a disparu et s'affaire à se désolidariser de son Premier ministre démonétisé, d'un ministre de la Santé à l'action désordonnée, d'un gouvernement hagard. Il n'est pas sûr que le subterfuge du changement susurré du Premier ministre et de quelques ministres sera suffisant pour empêcher le peuple d'avoir les explications auxquelles il a droit et nos dirigeants d'être obligés à un moment ou à un autre d'assumer leurs responsabilités, qui sont, j'ose le dire, immenses. En tout état de cause, la crise apporte la démonstration que la pépite Macron, qui est le digne successeur de ceux qui l'ont précédé au pouvoir, n'incarnait pas un monde nouveau, mais fermait un cycle idéologique et politique, et même certainement un cycle historique. Le monde d'après ne pourra pas se faire avec ceux qui se sont tant trompés et surtout qui ont tant trompé les peuples au prix de la sécurité de tous. M. Macron l'a compris et nous propose de se réinventer. En clair, après 3 ans de présidence et 13 ans à hanter la sphère du pouvoir, depuis la commission Attali pour la libération de la croissance en 2007, puis au plus près de François Hollande, il vient nous dire « Je me suis trompé, donnez-moi une deuxième chance ». Si mes souvenirs sont exacts, le coup du « j'ai changé », on nous l'a déjà fait. Mais surtout, il faut se rendre compte qu'ils sont incapables de changer leur logiciel. 3 exemples. Premier exemple, M. Macron nous dit « La crise nous montre qu'il faut produire chez nous pour être assuré de nos approvisionnements ». Immédiatement, il parle de souveraineté, mais de souveraineté européenne. Or, la notion de souveraineté européenne, c'est un oxymore, c'est comme le clair-obscur, 2 mots contradictoires. On a vu pendant cette crise que chaque État a eu à cœur de défendre ses propres intérêts, et c'est normal. Mettre nos intérêts entre les mains de l'Union européenne, cela signifie ne rien changer. Deuxième exemple, alors que tous les pays utilisent leurs frontières, l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis, la Corée, Taïwan, la Chine, pour protéger leur population d'arrivées potentiellement contagieuses, seul le gouvernement d'Emmanuel Macron se refuse à contrôler les nôtres. Le dogme de l'absence de frontières nationales est pour eux religieux. Troisième exemple, lors de la crise de 2008, provoquée par les manœuvres spéculatives de banques déshonnêtes. Toutes les aides des contribuables ont été dirigées vers ces groupes bancaires asphyxiés par leur propre turpitude. Aujourd'hui, alors que toutes les entreprises sont touchées de plein fouet, l'essentiel des aides va encore aux grands groupes. La France ne consacre que 7 milliards aux PME, soit pour 3 millions d'entreprises, pas davantage que pour Air France toute seule. 7 milliards, c'est 4 fois moins que la Grande-Bretagne et 7 fois moins que l'Allemagne. Chacun a compris que pour changer de politique, il faut changer les politiques, surtout quand ceux-ci sont incapables de remettre à jour leur logiciel. Vous comprenez, chers amis, pourquoi il n'est pour nous pas possible d'accepter un gouvernement prétendument d'union nationale qui serait en réalité un regroupement d'opportunistes, un gouvernement pas très national, un gouvernement qui changerait pour ne rien changer. Mes amis, le moment qui va venir
va être un moment politique, pour reprendre la belle formule d'Hervé Juvin. Le pouvoir ne fera pas l'économie d'explications sur ce qui s'est passé, ou plutôt sur ce qui souvent ne s'est pas passé. Compte tenu des carences constatées et souvent subies, me direz-vous, il est sûr que le pouvoir ne tiendra pas. D'ailleurs, les sondages montrent que 65% des Français pensent que le gouvernement n'est pas à la hauteur. 62% expriment leur défiance dans le dernier sondage ELAB. Rien n'est moins sûr. Le système, même chancelant, peut tenir pour plusieurs raisons. Le citoyen, surtout accaparé par ses problèmes quotidiens, a parfois tendance à oublier les causes de ses malheurs. L'amnésie aussi parfois rassure. Rappelez-vous, on disait qu'il y aurait un avant et un après Charlie, qu'il y aurait un avant et un après Bataclan, et pourtant le gouvernement continue à être aussi laxiste avec les islamistes. Deuxième raison, le système s'emploie à réécrire l'histoire pour relativiser les fautes, les diluer dans les incertitudes scientifiques du moment, les décrypter de façon réhabilitante, notamment pour quelques médias aux ordres. Le Premier ministre en a donné un bel exemple en alignant les mensonges devant l'Assemblée nationale à propos des recommandations prétendument fluctuantes sur les masques ou sur les tests, par exemple, de la communauté scientifique. Or, les scientifiques ont toujours préconisé le port de masque et l'OMS toujours l'usage massif de tests. Et puis, il y a aussi une communication de guerre qui s'est mise en place. La création de héros auxquels le pouvoir se mêle, tentant maladroitement de s'éclairer à leur lumière. Les héros du quotidien, nous avons réussi ensemble, les héros c'est nous tous, nous dit M. Macron, pour s'accaparer indûment la juste gloire des soignants. Ne laissons pas faire croire que les applaudissements légitimes pour les soignants seraient une ovation pour nos dirigeants. La dénonciation d'ennemis de l'intérieur est aussi une méthode. Ceux qui ne respectent pas correctement le confinement, Amazon qui livre des produits non essentiels. Il y a aussi l'exhibition de militaires et de treillis avec l'opération d'un petit hôpital de campagne sur un parking à Mulhouse, la désignation de boucs émissaires étrangers, la faute de l'OMS, la faute des Chinois, etc. Et progressivement, la velléité du système a rééchafaudé un nouveau modèle politique autour d'une factice unité nationale qui relève de ce qu'on appelle en cuisine l'art d'accommoder les restes. Les candidats à court, n'oubliez jamais que ces politiciens ne savent rien faire sinon se maintenir coûte que coûte, j'appelle cela le rodéo. Il ne s'agit pas tant d'aller quelque part, mais il s'agit de rester sur le cheval malgré les ruades. J'ai fait tout à l'heure le parallèle avec la guerre de 1870 sur les causes de la défaite. Je voudrais le poursuivre. Il permet aussi de comprendre ce qui peut se passer après la défaite. Malgré des actes d'un héroïsme extraordinaire des Français, comme la charge des cuirassiers français massacrés à Reichshofen en Alsace, la France sort humiliée de cette épreuve. Victor Hugo écrira « L'année terrible ». Alphonse Daudet, le texte émouvant aux larmes, la dernière classe dans les contes du lundi. Sully Prudhomme, le poète qui deviendra plus tard prix Nobel de littérature, écrira un poème, Repentir, dans lequel il dit avoir aimé froidement sa patrie au temps de la sécurité, mais qu'après tant l'épreuve, il exprime ses remords de cette indifférence coupable et épouse sa misère. Je t'aime dans tes malheurs, ô France, depuis cette guerre. Nous allons surmonter cette crise. Et celle économique et sociale qui va suivre. Nous en sortirons parce que le peuple français est un grand peuple, un peuple d'ingénieurs, de chercheurs, de logisticiens et d'industriels, mais aussi le peuple de ces héros du quotidien. Ces hommes et femmes qui furent souvent gilets jaunes, nous les voyons à l'œuvre tous les jours. Les routiers, les éboueurs, les employés des villes, les agents d'entretien, les enseignants, les employés de la grande distribution, mais aussi les bénévoles, les volontaires, les pompiers, les ambulanciers, les soignants ou les policiers, ces policiers courageux que ce gouvernement qui a perdu tout repère laisse scandaleusement être la cible des voyous. Ces voyous, je le dis ici avec la plus grande fermeté, ils n'ont rien à faire dans nos rues, ils doivent être en prison s'ils sont français et renvoyés immédiatement chez eux s'ils sont étrangers. Attenter à un policier, c'est attenter à la France. De cette crise, je vous disais, nous en sortirons parce que la France d'après aura à cœur de ne pas renouveler les erreurs du passé, de rompre avec les logiques de temps court. Cette France d'après que nous appelons de nos vœux aura toutes les raisons de choisir un projet français, c'est-à-dire un projet destiné à assurer la sécurité de tous et l'avenir de tous les enfants de la France, en métropole comme en outre-mer, notre outre-mer trop souvent délaissée et abandonnée.
Avec lyrisme, le général de Gaulle avait théorisé, dans l'âpreté des jours de défaite, la règle historique selon laquelle la France allait et venait de la grandeur au déclin. En cette année anniversaire de sa naissance et de sa mort et de l'appel du 18 juin, cette vision résolument optimiste doit nous inspirer. Les principes que nous, patriotes français, portons depuis tant d'années vont désormais être éclairés d'un jour nouveau. À l'aune des épreuves, mais aussi de la lucidité dont je crois le mouvement national français a fait preuve. Ils tiennent en 3 mots: la souveraineté, l'indépendance et l'unité. La souveraineté qui est la capacité de décider pour nous-mêmes en fonction de nos intérêts. Il apparaît maintenant évident que si nous ne les défendons pas nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. L'indépendance qui nous invite à créer, maintenir et développer les filières industrielles, agricoles, médicales, énergétiques et militaires nécessaires à notre sécurité intérieure et extérieure. L'unité qui est la condition de la concorde et de la grandeur. Plus concrètement, la crise nous appelle à mettre en place une vaste politique alternative. Le localisme, produire et consommer local, que nous avons proposé avec la création de circuits courts de filières de transformation locale. La restauration de l'État sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et avons un plan organisé. L'arrêt du développement insensé des grandes métropoles avec la démétropolisation qui correspond à notre grande politique de rééquilibrage des territoires. On a vu en pratique depuis 2 mois combien le télétravail d'ailleurs ouvrait les voies d'une nouvelle organisation du travail. L'arrêt de la société d'hyperconsommation mondialisée qui fait fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs des productions souvent coûteuses, inutiles et sans aucun respect de l'environnement et de la santé des humains. Vous l'avez compris, parce que cette crise nous alerte sur l'état de notre pays, sur l'impéritie de nos dirigeants, sur les défauts qui nous ont conduits à cette situation difficile, elle appelle le pays à une grande alternance, à la grande alternance, c'est-à-dire un authentique changement pour retrouver avec la résilience nationale les voies de la sécurité et de la grandeur. L'épreuve que nous traversons tous ensemble, les élans de solidarité et d'ingéniosité de simples particuliers ou de sociétés françaises grandes ou petites qui s'expriment avec générosité, les larmes de peine ou de rage que nous versons ensemble, ces visages des personnalités connues ou inconnues que nous pleurons, tout cela contribue à nourrir dans l'adversité le sentiment d'appartenir à un seul et même peuple, au-delà des origines de chacun des Français. Je veux y voir un motif d'espérer et de rêver à un grand projet collectif qui nous unira avec une confiance retrouvée dans l'avenir. Les épreuves que nous traversons doivent persuader nos compatriotes que la nation, notre belle et fraternelle nation française, est l'échelon le plus protecteur pour tous les Français, c'est-à-dire concrètement pour vous, pour les vôtres, pour ceux que vous aimez. Cette nation qui est notre maison commune, nous l'avons eue en héritage. Il nous appartiendra de la transmettre plus belle et plus fraternelle encore. Cette crise nous rappelle, chers compatriotes, que nous sommes tous Français, pour le pire comme bien sûr pour le meilleur. Ce meilleur, il ne tient qu'à nous d'aller le chercher pour garantir à nos enfants et ceux que nous aimons des jours heureux. Prenez soin de vous en respectant scrupuleusement les consignes. Vive les héros du quotidien, vive les enfants de France, vive la France.